Coucou tout le monde, je suis très contente de vous retrouver pour un nouveau retour sur, et un retour sur qui sera également un service presse. Je vous avais dit qu'il y en aurait beaucoup, et voici un nouveau service presse. Allez, sans plus attendre, je vous présente aujourd'hui le roman des éditions du Petit Caveau. C'est le tome 1 de la saga de l'émeraude, Le miroir de nuit, de Ardel T.L. J'espère que je l'ai bien prononcé, je suis désolée, je suis toujours aussi nulle pour les prononciations de mots. Donc comme je vous disais, édition Le Petit Caveau, donc vous vous doutez qu'on sera peut-être un petit peu, si vous avez déjà un petit peu suivi et que vous connaissez un peu la maison, donc on va parler vampire. Wouh! Et je suis très excitée à l'idée de vous en parler, parce que c'est de la très bonne bitlit, comme on dit. Oui, bitlit. Ça veut dire que ça mord. Ouh. Allez, sans plus attendre, l'histoire. L'histoire, c'est celle de Sébastien et de sa cousine Anta. Sébastien est déjà, on va dire, jeune adulte, il a la garde de sa cousine de 16 ans. Ils sont anglais et ils doivent faire un voyage pour un enterrement en pleine Roumanie, l'enterrement d'un vieil oncle. Et au cours de ce voyage, ils ont un accident de fiacre. Le fiacre se renverse en pleine forêt. Alors déjà, d'emblée, c'est cracra, il doit achever le cheval, il y a le pauvre cocher, il a la gueule défoncée, enfin c'est un truc un peu glauque. Et bref, du coup, comme ils sont un carabot en pleine forêt, en pleine nuit, et qu'il y a des cris de loup tout autour d'eux, ils vont se réfugier et demander l'hospitalité à la première maison venue, et ça va être un manoir tout glauque, avec un espèce de vieux comte Stanislas, tout aussi glauque à l'intérieur, qui, malgré qu'on soit plein milieu de la Roumanie, paumée en pleine campagne, enfin en pleine forêt en l'occurrence, qui parle très très bien l'anglais. Qui semble tout à fait prêt et disposé à accueillir des invités, alors que c'est pas l'endroit le plus touristique du monde, j'ai envie de vous dire. Donc c'est un petit peu suspect tout ça. Malgré tout, ils sont un peu obligés de lui demander l'hospitalité, et c'est ce qu'ils vont le faire pour la nuit. Et allez, je vais quand même vous raconter un petit peu plus loin, parce que sinon, je sais, je pourrais vous garder le suspense, mais ça serait tellement dommage de se passer du début de l'histoire. Allez, on raconte un petit peu plus. Ils se couchent tous les deux dans une chambre au manoir la nuit, et le lendemain, ils se réveillent pas au même endroit. Alors déjà, c'est très bizarre parce que Anta va se réveiller dans une autre chambre encore plus luxueuse que celle où elle s'est couchée, avec une armoire remplie de vêtements, il y a des bijoux, il y a des coiffes, il y a de tout, enfin bref, comme si en fait elle était chez elle. C'est déjà très chelou en soi. Mais alors son cousin, lui, carrément, il se réveille dans une auberge moisie, limite à l'autre bout du pays, l'autre bout de la Roumanie, et sans sa cousine du coup. Donc il comprend pas trop bien ce qui lui arrive. Et du coup, en fait, l'histoire, ça va être que Sébastien va essayer d'aller récupérer sa cousine. Logique, vous vous doutez bien que il va pas laisser sa cousine à la merci d'un espèce de comte trop chelou, dans un manoir trop chelou, dans un pays trop chelou. Et sa cousine, en fait, au début, elle est super sur la réserve, parce que imaginez-vous, vous couchez le soir dans un plumard, vous vous réveillez le lendemain dans un autre. Et puis en plus, avec des vêtements à votre taille dans tous les placards, avec de la bouffe prête, dispo pour vous, qui vous attend tout le temps, partout où vous passez, enfin tout ce que vous voulez, ça apparaît comme ça, on ne sait pas pourquoi, et du coup, au début, elle est sur la réserve, elle est sur la défensive, elle voudrait revoir son cousin, ce qui est logique, vu que c'est une jeune fille qui est complètement paumée. Et au final, on va comprendre qu'elle va... elle est flattée, enfin c'est normal, comprenez-la, elle a 16 ans et on lui offre le monde sur un plateau d'argent, enfin, au bout d'un moment, elle est pourri gâtée, quoi, cette gamine. Elle se retrouve avec des vêtements, des bijoux, des machins, des trucs, avec un gars qui est complètement à ses pieds, même s'il est chelou, elle se laisse aller à jouer le jeu, quoi. Elle est contente d'avoir autant d'attention. Donc, et du coup, Stanislas, parce que si Stanislas, on va le revoir un petit peu, mais en fait, à la base, on le voit pas spécialement apparaître en tant que personnage en lui-même dans l'histoire. Au début, on va vraiment être sur des apparitions presque fantomatiques de ce personnage. Et en fait, toute l'histoire, ça va être c'est presque un combat contre un fantôme que Sébastien va mener pour récupérer sa cousine, en fait. Parce que
Petit à petit, il va retourner vers le village le plus proche du manoir du comte. Il va essayer d'aller chercher sa cousine et tout. Et en fait, plus il se rapproche, plus il va entendre des histoires un peu bizarres, comme quoi il y aurait un Nosferatu, des histoires de vampires. Enfin, pour lui, c'est complètement absurde. C'est des contes de bonnes femmes, c'est des croyances. Enfin, ça n'existe pas, les vampires, les gens. Oh, oh. Et en fait, petit à petit, il va être obligé de se rendre à l'évidence. Il y a quand même, il doit y avoir quand même un fond de vérité quelque part. Il y a quand même vraiment un truc trop chelou avec le comte Stanislas. Je vous en dis pas plus parce que l'aventure, elle va de rebondissement en rebondissement et j'ai pas envie de vous gâcher l'histoire. Du coup, je vais tout de suite passer à mes impressions. C'est un roman qui est haletant. On ne s'ennuie pas 2 secondes avec ce roman. On va de rebondissement en rebondissement. Ça ne fait que ça de chapitre en chapitre. On fait des découvertes tout le temps. Alors bien sûr, vous aurez peut-être, comme moi au début, avant de me remettre à ce genre de littérature, avant de recommencer justement et avant de commencer cette fabuleuse aventure aux côtés des éditions du Petit Caveau, j'avais l'impression que les histoires de vampires, on en avait fait le tour maintes et maintes fois, et je vous avoue que j'avais été, d'ailleurs, je pense que je vous en ai déjà parlé, assez écœurée grâce à la fabuleuse saga Twilight, qui m'a largement écœurée au-delà du possible au niveau des histoires de vampires. Et bien en fait, avec cette histoire, dès qu'on commence à toucher un peu du doigt aux clichés ou aux classiques du genre de la littérature de vampires, on voit bien la référence de temps en temps à Nosferatu ou à Dracula, dès qu'on commence à toucher un peu à ça du doigt, paf, il y a un twist, il y a quelque chose qui nous fait basculer dans un nouveau rebondissement, dans quelque chose de nouveau, dans quelque chose de beaucoup plus actuel dans la façon d'aborder l'histoire, d'aborder le thème. Et c'est ça que j'ai aimé dans ce roman. Vraiment, c'est que à chaque fois que vous avez l'impression oh non, ça on a déjà vu, oui forcément, c'est comme dans Dracula ou comme dans Entretien avec un vampire. Et en fait, paf, non, carrément autre chose. Et en plus de ça, vous avez vraiment à des moments des éléments pour vous dire à quel point je ne me suis pas ennuyée, c'est que quand on a l'impression que ça commence à se tasser et que ça va commencer à se calmer, voilà, il y a carrément du gore qui arrive dans l'histoire. Et ça, pour moi, alors, je suis pas une fanade de boyaux et de tripes à l'air. Mais pour autant, je trouve que ça donne tellement de relief à l'histoire, parce que quand on commence à tomber dans le sentimentalisme, dans le romantisme un peu trop dégoulinant, paf, on tombe sur du sang dégoulinant en l'occurrence, mais du coup, ça donne un sacré twist à l'histoire, ça lui donne beaucoup plus de poids, beaucoup plus de force, et je trouve que le récit s'en porte d'autant mieux. Donc pour une fois, on a de l'hémoglobine qui sert à quelque chose, on a de la tripaille qui sert à l'histoire. Et du coup, je trouve ça vraiment intelligent de l'avoir placé. C'est bien distillé tout au long de l'histoire. Ça, c'est génial. Du coup, en fait, il y a tellement d'originalité dans ce roman qu'à la fin, j'ai envie de vous dire que, à la fois, comme je vous l'ai dit, c'est le tome 1 d'une saga, la saga de l'émeraude, mais en même temps, ça serait presque genre, si c'était un roman en one-shot, vous diriez à la fin, ah ouais! Donc, limite, vous pourriez vous en rester là et vous faire votre film là. Alors moi, par contre, du coup, comme je suis pas une grande fan des fins ouvertes, je vous dis que c'est une fin qui appelle trop une suite et que j'ai trop hâte de voir ce que ça va donner dans le tome 2. Et j'aimerais bien savoir combien il va y avoir de tomes dans cette histoire et combien de fois ça va rebondir, parce que franchement, on va de l'Angleterre à la Roumanie, de la Roumanie en Angleterre, et ça n'arrête pas une seconde. Donc, vivement la suite. J'ai trop aimé. Bref, vous l'aurez compris, je lui ai mis 5 étoiles sur 5. C'est même carrément un coup de cœur, vraiment, j'ai trop aimé. Pour une fois qu'il y a vraiment une histoire de vampire, j'aurais jamais pensé mettre un coup de cœur sur de la beat lit, et c'est le cas. J'ai vraiment eu un gros coup de cœur sur ce roman. Je l'ai dévoré. Je l'ai dévoré comme un vampire dévore une proie. Donc, en gros, c'est vivement la suite, sinon je mords et je saigne quelqu'un. Voilà, pour rester dans le thème. Allez, encore merci aux éditions du Petit Caveau. Merci à Ardel TL pour cet excellent roman.
J'espère que je vous ai donné envie de le lire, j'espère que j'ai pas trop bafouillé et en tout cas, en attendant la prochaine, lisez!